Mesdames et messieurs, nous jouons le mariage de Figaro. Voici un extrait. Voilà, c'était un extrait du mariage de Figaro. Et à Avignon, on joue tout Molière ou presque. 148 de moyenne sur la totalité du festival. T'as fait complet? Bah t'as perdu 10 000 balles. L'idée, c'est de pas te dire que c'est des enfants. Bon, bah ça va, c'est des enfants, on va faire un truc. Non, non, c'est des enfants, mais c'est des spectateurs avant tout. Tout le monde se doute que tu as envie de jouer ton spectacle. La meuf qui va te prendre, elle va te prendre parce que elle a un intérêt à ce que tu fais. Aujourd'hui dans la troupe, je reçois Vincent Kerr, qui est metteur en scène pour la compagnie Les Nomadesques. Les Nomadesques, c'est 16 Avignon, des spectacles à succès comme Georges le Dragon ou Le Loup est revenu. Bref, la compagnie s'est démarquée dans le spectacle tout public, et avec Vincent aujourd'hui, on va parler principalement de 3 sujets. D'abord, comment acquérir de nouvelles compétences quand sa compagnie se développe. Ensuite, comment bien organiser son festival d'Avignon, qui est quand même un événement stratégique pour toutes les compagnies. Et enfin, la particularité de jouer devant un jeune public. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez poser des questions à notre invité via notre page Instagram. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Donc Vincent, compagnie Les Nomadesques, donc c'est une compagnie que vous avez créée à 3 avec Karine Tabet, donc que tu connais bien. Et Franck Cadou, c'est bien ça? Oui, alors on était 6, mais comme il y en a 2 qui sont morts, et c'est vrai. Putain, mais quel début! Comme il y en a 2 qui sont morts et l'autre qui est parti à Montpellier, en fait, on était plus que 3 assez vite. On a créé la compagnie en 2002. On était, tous, de l'école, du studio Jean-Louis Martin Barbaz à l'époque, qui s'appelle l'ESCA maintenant. Mhm. Et on a eu l'habitude là-bas, ils nous ont enseigné un truc qui était vachement bien, c'était la troupe. Tu avais une école, et tes 2 premières années, tu payais ton école. Les 2 dernières années, tu ne payais plus l'école et c'est l'école qui te payait quand tu jouais. Enfin, quand ils y arrivaient, c'est-à-dire, pas tout le temps, mais en gros, comme ils proposaient aussi des ateliers, on finissait, on était intermittents, donc c'était pas mal. On est tous Mhm. sortis, on avait tous fait des ateliers, on était tous intermittents. On voulait bosser et puis on s'est dit, ben, comme personne va venir nous chercher et qu'on savait pas du tout comment aller, faire des auditions parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus développé sur internet, mais c'est quand même compliqué de faire des auditions pour des spectacles payés, sans réseau. Donc on a dit: «Bah, on va faire nos propres spectacles et puis on verra bien, quoi». Donc on s'est, réunis, on a appelé ça, comme on venait du studio Théâtre d'Anières, on a appelé ça l'After Studio. Voilà, donc on a changé de nom. Du coup, ça s'est appelé, Les Nomadesques. C'est pas beaucoup mieux. Moi, j'avais pas compris le nom au départ, mais en tout cas, maintenant, c'est le nôtre. Et on a monté ça. On a commencé par monter l'île des esclaves, parce que notre Karine, qui était un peu le leader du groupe, elle avait fait sa thèse, sa maîtrise, non, son DEA sur le théâtre du XVIIIe siècle. Elle était bien balèze en Marivaux et tout. Et du coup, on a dit, bah, on va commencer là-dessus. Donc, on a commencé par monter cette pièce, par le réseau de notre pote qui était dans le sud. Donc, on a joué dans des salles dans le sud, Mhm. vers Montpellier. Après, on est allé vers Perpignan, etc. Nous, on avait un réseau, enfin, moi, j'avais un réseau à Versailles. Je faisais partie de la troupe résidente au Théâtre Montansier à Versailles, qui est un super théâtre de 600 places et tout. Donc, j'ai vendu ça à mon metteur en scène. On a fait mes gavets de scolaires. Donc, c'était parti plutôt pas mal. Après, il y a eu un festival qui s'appelait le Mois Molière, qui s'appelle toujours le Mois Molière Ouais, à Versailles, tout à fait. auquel on s'est mis à participer dans un chapiteau monté à l'arrache sur un stade de foot. Enfin, c'était assez fun. Et on a fait nos, je pense, 20-25 premières représentations comme ça. Puis, le metteur en scène nous a dit: «Ah bah tiens, ce serait bien que vous fassiez une pièce un peu plus politique», et donc Karine a mis en scène Mort accidentelle d'un anarchiste, qui a été vraiment un carton au Mois Molière. Du coup, il y a le Ranelagh qui est venu nous voir et qui a dit, ben, parce qu'on connaissait, des connaissances de connaissances, enfin bref, elle est venue nous voir et elle a dit: «Ah bah moi je veux le produire dans mon théâtre» et tout ça. Et ensuite, on s'est mis à faire des choses un peu plus comiques. Donc j'ai monté après c'est moi comme il y avait les potes de Versailles et cetera, c'est moi qui me suis mis un peu plus à la mise en À la mise scène. en scène, oui. Donc j'ai fait la Locandira, j'ai monté la Locandira, la double inconstance qu'on a montée avec Karine, et puis après je suis devenu un peu plus le metteur en scène et Karine plus l'autrice. Mais généralement c'était Franck, Gaël, et Karine et moi qui prenions les décisions en gros et qui disions: «Tiens, quel spectacle on va faire?» et tout ça. Et
est venu, donc on vivotait comme ça en faisant des ateliers, etc. Et est venu le spectacle qui fait qu'on a commencé à avoir plus de réseau. C'est que quand on avait déjà le Ranlag un petit peu, Ouais. il n'y avait pas beaucoup de spectacles pour enfants à l'époque à Paris. Nous, on a eu des enfants, donc on leur lisait un livre qui s'appelait Le loup est revenu. On s'est dit, tiens, ce serait bien adapté. Bon, 14 personnages pour un spectacle pour enfants, ça va être chaud. Et finalement, Karine a trouvé l'astuce pour faire les 14 et en étant 4 Pour comédiens. les Et transformer donc, en 4 personnages. on a monté ce spectacle-là en 2011 à la Folie Théâtre. Hmm. Donc, on a passé une audition, on a été pris. On a passé une audition au Ranlag, on a été pris aussi. Et bon, bah, ça n'a pas loupé. Premier samedi, 150. Et après, ça a surcartonné. On est parti à l'Alhambra avec ça. Enfin, après, on a cherché des salles vraiment plus grosses. On a fait un Avignon complet du premier au dernier jour. Waouh, Enfin, super. voilà. Et ensuite, on a dit, bah, on va continuer. Le Ranlag nous a demandé de monter le Chaboté, enfin, un classique. Donc, Ouais. Karine a écrit le Chaboté. Derrière, on leur a proposé d'autres collaborations. Enfin, ils nous ont vachement accompagnés sur tout le processus. Mhm. Et là, on en est à notre, je sais pas, 12e pièce, 15e pièce, et on en a une dizaine qui tournent en même temps. Ouais, j'ai lu, vous avez plus de 300 représentations par an. Ouais, alors Enfin, ça dépend des années, tu vas me des dire. années. Ouais. Là, on est à peu près, en gros, on est à peu près à 200 représentations parisiennes. Vous êtes combien de comédiens dans la troupe? On est 6 quasi qui n'avons pas beaucoup le temps de jouer ailleurs, D'accord, et ouais. en tout une quinzaine. Bon, Vincent, du coup, je vais te présenter quand même en quelques mots. T'es le metteur en scène, on va dire, de la compagnie Les Nomadesques, mais t'es également comédien. Ouais. C'est quoi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi les ingrédients qui composent une troupe qui fonctionne depuis plus de 20 ans? Bah, je pense que on est parti déjà entre potes, Hmm. avec une envie pas de réussir personnellement, mais une conscience de la nécessité d'une réussite collective. Dans le sens où on s'est tous dit quand même individuellement, ça va être compliqué, même si on avait quelques ouvertures. Donc il y en a, voilà. Donc il y a vraiment cette nécessité, cette envie de réussite collective. Il faut quand même qu'il y en ait deux trois qui se sacrifient, au moins, ou 2 qui se sacrifient pour tout le bordel administratif, tout ce qui va faire fonctionner la compagnie, parce que c'est le jeu. Je suis comédien, le jeu représente 5 de mon activité. Les répètes, 10 à peine, et tout le reste, c'est de l'administratif et de la technique. Donc charger les décors, c'est-à-dire que je pense pas qu'une compagnie puisse commencer à exister sans une envie commune de tout le monde de faire les tâches, lourdes. Hmm. Au début, c'est carrément fabriquer les décors et les costumes. Ensuite, ça devient, ça quand même, on arrive généralement à trouver des gens compétents pour le faire. Charger les camions, décharger les camions, faire les montages techniques, être là, répéter gratos. Enfin, au tout départ, c'est, à mon sens, il y a pas d'autre moyen que la démerde totale. Hmm. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est que pendant 2 ans, on a cotisé 45 € par mois à 6, qu'on a mis sur un compte, et au bout de 2 ans, on a pris tout cet argent et on a monté un spectacle avec cet argent. Et du coup, vous avez créé la compagnie autour d'un projet ou c'est Non, on cette a envie vraiment initiale d'être ensemble? c'est vraiment Ouais. l'envie d'être ensemble Hmm. qui nous a amené à trouver un projet. Et une fois qu'on a trouvé le projet, on s'est dit: «Tiens, mais on va continuer à être ensemble et faire d'autres projets». Mais ça s'est assez vite transformé sur les éléments du départ, et puis on était parti sur un fonctionnement démocratique, hein, comme un collectif à 6, et ça ne m'a pas du tout convenu, et j'ai trouvé que par rapport à notre mode de fonctionnement, ça ne convenait pas. Et moi, je suis persuadé que le collectif, il fonctionne, mais qu'il peut pas fonctionner très longtemps s'il y a pas quelqu'un qui prend les trucs relous en main. Ouais. Et en gros, parce que tu posais la question sur qu'est-ce qui fait les ingrédients, j'ai la sensation qu'il faut qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui acceptent de se sacrifier pour le collectif. C'est-à-dire, ils sont pas plus payés que les autres, et il faut pas qu'ils soient plus payés que les autres, ils sont pas mieux payés que les autres, mais à côté, ils ont pas le temps de faire des projets qui vont les payer plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que ça demande trop de temps, et je pense que c'est très compliqué si on n'a pas, et en même temps, il faut pas que ce soit les seuls décisionnaires, il faut que les décisions soient que certaines décisions Ouais.
certes pas les décisions artistiques entre autres, mais Mmh. que certaines décisions, certains choix tactiques soient quand même concertés avec d'autres. Même Mmh. si tout le monde n'est pas d'accord et qu'il faut qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui prennent la décision au final, il faut quand même avoir pesé le pour et le contre avec Mmh. tout le monde pour Mmh. être, donc il y a quand même un fonctionnement, c'est j'ai du mal à dire démocratique parce que démocratique, ça voudrait dire que tout le monde a le même Oui, poids, tout le monde a le même vote, mais choral quoi, mais choral. Il y a ouais. quand même un accord, ça c'est notre manière de faire. Des gens qui fonctionnent vraiment de façon plus collective. Mais moi, à mon sens, dans la façon dont nous on fonctionne avec nos personnalités, il y a, une confiance totale et absolue qui doit être, Mmh. dans les personnes qui prennent les décisions parce que si Mmh. on n'a pas confiance en eux, c'est pas gérable. Est-ce que tu dirais que du coup vous fonctionnez à 2 vitesses? Il y a une partie où vraiment vous êtes, comme tu dis, démocratique, choral, tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut décider et il y a d'autres postes sur lesquels vous avez choisi des décisionnaires pour justement faire avancer les choses? Bah, Je te dis ça parce que j'ai un peu le sentiment que quand tout le monde peut décider, personne ne décide. non, je pense que personne ne peut jamais décider. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aucun moment où tout le monde décide. Oui, Par contre, normalement, si on fonctionne bien, alors des fois, c'est pas toujours le cas, mais tout le monde doit pouvoir donner son avis oui, et la décision, elle doit se faire dans l'intérêt du collectif et pas dans l'intérêt personnel des gens qui prennent la décision. Mais il faut que tout le monde puisse avoir donné son avis et son point de vue. Après, ça va dépendre des trucs. Au départ, c'était les couleurs des flyers où je demandais aux gens. Maintenant, j'ai arrêté ça. C'est chronophage. oui, ouais. C'était, tu vois, on a commencé à travailler avec un graphiste sur un spectacle Mmh. et j'ai commencé à demander à l'avis à tout le monde sur l'affiche. Non, mais la Erreur. subjectivité ne peut pas, Ouais. être évaluée. Mmh. En fait, donc le leader du projet artistique, le metteur en scène peut changer d'un projet à l'autre, mais il faut que ce soit lui, il faut qu'il y ait une personne à un moment donné qui soit décisionnaire de tout ce qui concerne l'artistique. Et ensuite, sur tout ce qui concerne l'administratif, ça va être avant tout les règles Mmh. qui vont nous l'imposer. Oui, Et ensuite, la personne qui gère l'administratif, a priori, elle va être un peu mieux informée que les autres parce qu'elle s'en est occupée. bien sûr. Et du coup, c'est à elle de dire: «Bah, ouais, mais ça, c'est possible ou ça, c'est pas Puis possible». parce qu'elle a Et le même pif si dedans tous les jours. et même si elle se plante, il faut lui faire confiance. Mmh. Et ensuite, oui, nous, là où on en est maintenant aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires relativement conséquent, on ne peut plus ne pas avoir vraiment une vraie Mmh. administratrice qu'on paye et Mmh. qui est formée pour ça Ça, c'est une question que j'avais prévu de te poser justement. C'est quoi les compétences administratives que vous avez développées au fur et à mesure du temps? bah, tout au tout départ, si tu veux, nous, on est partis, on n'avait rien. Ouais. Donc on a regardé, quels étaient les organismes auxquels il fallait qu'on s'affilie. Donc on s'est affilié à ces organismes. Vous l'avez fait vous-même. Vous n'êtes pas passé par un prestataire? Non, non, nous, on a Ouais. toujours tout fait. On a regardé, alors, quand on est arrivé, c'était les débuts d'internet, donc tu commençais à avoir des infos, donc c'était pas Mmh. mal. Mmh. Parce que, 10 ans, 5 ans plus tôt, ça aurait été un peu plus galère. Donc on a regardé qu'est-ce qu'il fallait pour faire. Aujourd'hui, c'est très simple, tu mets comment monter une association, les mecs, ils Ouais. te dirigent, et donc c'est très simple, il y a quelques trucs à faire, à aller déposer, à la préfecture et cetera. Bon, et alors une fois qu'on a fait ça, on a dit: «On va employer des gens». Donc on est passé par, le guichet unique à Mmh mh. l'époque. Puis, très vite, on avait trop d'employés, Bien sûr. donc on a dû nous-mêmes se créer un compte à l'URSSAF, Mmh mh. donc il faut s'inscrire à chacun des organismes, et il faut faire des fiches de paye. Mmh Donc mh. moi, ce que j'ai fait, c'est bêtement et méchamment, j'ai pris les fiches de paye que j'avais, je les ai toutes recopiées sur Excel, j'ai fait des formules pour que tout se calcule et puis, je faisais moi-même toutes les fiches de paye. Sauf que l'inconvénient, c'est que, faut être au taquet Bah ouais. des lettres. Alors nous, à l'époque, on recevait des lettres de tous les organismes pour donner l'évolution des taux et donc faut être au taquet. Donc maintenant, on a tout informatisé, on est, abonné, donc on a appris aussi ça, à s'informatiser, à se mettre, tout, sur, alors on a nos comptes URSSAF et c'est eux qui nous envoient la note en gros, et on utilise un logiciel de paye surtout, ce qui Mmh. fait que, tous les taux sont mis à jour, mais Ouais. ça a un coût. Le Mmh. logiciel de paye, c'est pas tu prends le logiciel et c'est gratos. Ouais, bien Donc on sûr. a pris une administratrice, Mmh mh. cette administratrice, elle s'est formée sur le logiciel de paye. Le logiciel de paye, il a un coût en fonction du nombre de payes que tu sors, Mmh mais mh. c'est très, très inférieur à ce que Oui. te prendra un cabinet comptable. Ouais. En revanche, le salaire de l'administratrice, enfin, il faut quand même le payer. Mmh mh. Donc, parfois, ça peut quand même être avantageux de prendre un comptable, enfin, en fonction de l'activité qu'on a. Et donc, on a développé ces compétences-là sur le salaire, sur les cotisations. Ensuite, on a dû développer au départ des compétences de fabrication de décors, mais très vite, c'est pareil, on est passé à des vrais gens qui savaient vraiment faire des décors. Pareil Mmh. pour les costumes. Mmh mh. Très vite, on est passé à des vrais gens qui savaient faire les costumes parce que c'est des compétences artistiques comme d'autres. Parce que quand même les costumiers, les décorateurs, ils ont aussi leur univers Ouais. et que, si tu
si tu veux changer d'univers, Ouais. des fois, il faut aussi Mmh. changer de personnes avec qui tu vas. Bref, donc les décors, les costumes, et donc tout ce qui est administratif. Donc il y avait les payes, les cotisations sociales et la comptabilité. Parce Mmh. qu'au bout de 4-5 ans, on s'est rendu compte qu'il fallait donner des comptes Ouais. et que les comptes, c'est pas le compte en banque. Mmh. C'est pas j'ai payé ça et j'ai dépensé ça et j'ai touché ça. C'est beaucoup plus complexe. Donc il y a tout un, il y a tout un tas de numéros de machin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des livres de compta. J'ai un pote Tu as qui appris les faisait numéros de ça compte? et j'ai appris. Bah, après, il y a un livret avec les numéros de Ouais, compte, ouais, ouais. mais j'ai appris. Alors, je me souviens plus, mais les comptes de résultats, le bilan, la synthèse, etc., pour pouvoir donner ça de façon correcte Ouais. en cas de contrôle, parce qu'on a eu un contrôle URSSAF assez vite. Donc, tu en es là et quand tu en arrives à devoir avoir la TVA, Ouais. là, c'est compliqué de pas avoir quelqu'un qui est compétent et donc Mmh. on a pris aussi un expert comptable D'accord. et donc le fonctionnement de la compagnie aujourd'hui, si on ne fait rien sans activité, sans rien, on est à moins 20 000 € déjà juste sur le fonctionnement sur un an. Sur un an, ouais. Parce qu'il y a le comptable, il y a, les Mmh. frais de réparation des véhicules, il y a, le salaire, de l'administratrice, Ouais, bien sûr. voilà. Donc après on a appris l'autre compétence, c'était la diffusion. Ouais. C'est-à-dire que quand on monte un spectacle, alors avant la diffusion, il y a eu les contrats. Donc généralement ce qui se passe, c'est des contrats de co-réalisation. Mmh. Heu, C'est-à-dire que le théâtre et la compagnie se partagent la recette. Mmh. Heu et ce qui est de plus en plus fréquent maintenant, c'est qu'il y a un minimum garanti. Alors le minimum garanti, c'est le théâtre qui, dit: «Ben, moi, on partage la recette, mais comme, j'ai pas envie de me faire niquer, tu vas me donner tous les jours, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 1 000 € en fonction de la jauge, de la salle». Et donc là, on arrive à un problème, c'est que quand on commence à être une structure comme la nôtre qui faisons venir beaucoup de spectateurs, et ben, on a besoin de grandes salles. Sauf que les grandes salles, les minimums garantis, elles sont monstrueux et que du coup, ça devient un vrai risque d'aller faire ce type de contrat, donc c'est compliqué. Mmh. Mais ce contrat existe, il faut savoir que ça existe et que le minimum garanti, c'est un piège, mais ça peut aussi être un avantage, ça peut juste permettre de jouer. Mais en tout cas, le minimum garanti, on le doit. Donc il faut Ouais. bien faire ses comptes quand on commence et dire si je joue 20 représentations avec 400 € de minimum garanti, il faut savoir que je commence, je suis à moins 8 000. Ensuite, tu vas avoir, l'autre, manière de se produire, un endroit relativement facile à jouer, c'est Avignon. Mmh. Alors Avignon, là, c'est encore un autre délire et à Paris, il y a aussi des théâtres qui font ça, hein. Ça s'appelle la location. Donc la location, bah, là, c'est simple, hein, ils arrivent et ils te disent: «Ben, avant ta première date, tu nous dois, la totalité de la somme». De tes minimums garantis de toute la Et donc période. Avignon, c'est le vrai problème parce que tu vas louer une salle, en gros, c'était 100 € la place et maintenant c'est, 110 € la place. Alors, ça veut dire quoi 100 € la place? Ça veut dire que dans un théâtre de 100 places, eh ben, on va dire que par jour, tu payes 1 000 tu payes, enfin, sur le mois, tu payes 10 000 €, 100 € par place, 100 Mmh. fois 100. C'est sur la totalité de ton mois d'Avignon. Sauf que Avignon, il fasse 3 semaines, comme cette année ou 3 semaines et demie, c'est la même somme. Mmh. Eux, ils calculent ça, en fonction de ce dont ils ont besoin pour vivre. Donc le contrat de location, il implique que tu dois payer avant de jouer et donc tu dois avoir de la trésorerie. Ouais. Et ça, pour les compagnies, la C'est trésorerie, compliqué. c'est très compliqué. Ouais. Bah, Et donc, il existe des organismes qui font de la trésorerie et c'est des génies. Parce que vraiment, en fait, il te faut une sorte de microcrédit. ouais. Donc, ils te présentent ça comme un taux à 17%. Et en fait, c'est 20%, mais pas sur 2 ans ou sur un an. Non, tes 17%, c'est sur ton mois d'Avignon. D'accord, OK. C'est-à-dire qu'ils t'achètent et te le présentent, c'est extraordinaire. Mais en plus, le système est bien. Enfin, en vrai, ça t'aide vraiment. Ouais, c'est bien, Mais vas-y, parle-nous-en, c'est ça intéressant ça. s'appelle Overact. Ouais. Donc eux, ils te proposent, si toi, il vaut mieux que tu sois quand même, que tu aies une notoriété et tout pour être un peu sûr du truc. Eux, Ouais. ils t'achètent un certain nombre de billets et ils te disent, ben voilà, vous estimez que vous allez faire combien? Donc on vous achète ces billets-là, Mmh. on vous les achète pas forcément cher. Euh, et si vous les vendez pas, eh ben on vous les redonne. D'accord. Sauf que tout l'argent avec lequel ils t'ont acheté le billet, eh ben, tu dois leur rendre avec plus 17%. Mmh. Donc le calcul qu'ils font, c'est vous baissez vos prix de billets de 30% et comme ça, vous êtes gagnant. Mmh.
Oui, ça c'est ce qu'ils disent tel qu'ils le présentent. Sauf que quand D'accord. tu fais les maths et quand tu fais les calculs, tu te dis bah non, en fait c'est faux parce que de toute façon, imagine que tu cartonnes et tu fais 20 000 euros de recettes. Et ils t'ont prêté 10 000. Et ben, comme tu leur dois 20 000, moins 10 000, moins 1 700 Mhm. qui sont. Bah en fait, tu as gagné 20 000, moins 10 000, moins 1 700. Ouais. Donc dans tous les cas, tu leur as payé les 1 700. Mhm. Donc il faut faire très attention. Mais en vrai, t'as payé 1 700 euros, mais ça t'a permis d'avoir les 20 000. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas qu'une arnaque, c'est le principe du crédit. Oui, Le bien truc sûr. qui est choquant, c'est que c'est 17% Ouais. et que ça me donne une idée de devenir banquier, de faire la même chose en proposant 10%. Et, mais bon, donc voilà, ça, c'est le système de la location. Alors, Ouais. Avignon, c'est encore un autre problème, c'est que nous, on est une compagnie parisienne, donc on habite à Paris, donc on n'a pas les logements à payer, ni la bouffe, ni rien. À Avignon, le problème, c'est que bah, tu dois payer la bouffe, tu dois payer le logement, tu dois payer les salaires. Et quand tu es une petite compagnie, c'est quand même très, très compliqué. Mais si tu ne fais pas Avignon, nous, on a constaté que c'était très difficile de vendre tes spectacles. Ok. Comment tu vends tes spectacles? Parce que tu prends quelqu'un dont c'est le métier. Et là, pour le coup, vraiment, quand tu commences une compagnie, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de toi-même le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux décider de consacrer un poste budgétairement, enfin, un budget pour ce poste-là, Pour la diffusion, pour quoi. la diffusion, Mhm. parce que c'est eux qui vont faire vivre la compagnie. C'est pas eux qui vont faire vivre les comédiens, mais c'est eux qui vont faire vivre la compagnie dans le sens où c'est eux qui vont permettre de dégager une marge pour la compagnie. Et ça, les chargés de diff, il y en a beaucoup. Il y en a des biens, il y en a des pas bien. Il y a des gros groupes, il y a des gens individuels. Et Ouais. nous, on travaille avec Hélène Henry Dréan, qui est une chargée de diff qui est super, qui vient d'une grosse boîte, mais Qui a voilà, son compte aujourd'hui. qui est à son compte aujourd'hui. Et après, ça, voilà, c'est un autre coût en fonction des chargés de diff. Et donc, il faut qu'il y ait cette personne pour faire venir des pros. Et il faut un autre truc à Avignon, c'est que si tu vas dans une salle pourrave, c'est-à-dire une belle salle mais qui n'attire pas les pros, eh ben, tu n'auras pas de pros. Donc nous, on a un spectacle qui est assez édifiant pour ça, c'est Georges le Dragon. Ouais. Georges le Dragon, c'est un truc qui cartonne à Paris, mais genre il cartonne. Euh, on le joue à Avignon. On le joue dans une salle qui s'appelle Le Paris, qui est une grosse salle hyper connue des spectateurs. Donc il cartonne à Avignon. Mais on sait qu'on ne le vendra pas. Vous savez que les pros ne viennent pas dans Parce cette qu'on salle-là. sait que les pros ne viennent pas dans cette salle-là. Donc on Ok. le fait pourquoi? Parce qu'on part avec d'autres spectacles et qu'on mise sur leur vente à eux en se disant, ben, Georges le Dragon, peut-être que les gens qui nous connaissent, ils vont quand même venir au Paris. Donc ça, c'est la première année. Sauf qu'effectivement, c'était le cas. Les gens ne sont pas venus et ils ne l'ont pas acheté. Mais cette année, on le refait. Pourquoi? Parce que ça nous permet de dégager de la recette en plus et que comme c'est les mêmes comédiens que sur les autres projets et qu'on mutualise tout, ça nous permet d'amortir le prix d'Avignon. Mais on espère toujours le vendre. Alors l'année dernière, notre chargée de diff n'a pas pu se rendre à Avignon, donc c'était compliqué. Elle était à Tahiti parce qu'elle a passé un an à Tahiti. Donc là, on espère que cette fois, vu qu'elle est là et qu'elle a travaillé les gens en amont, elle va pouvoir convaincre des gens. Mais c'est compliqué. Alors qu'on sait qu'il y a un autre spectacle dont on sait que ça va être plus compliqué au niveau spectateur, qui s'appelle Edmond et ses amis, qu'on joue au théâtre de la Luna. Mais on sait que là, on a des chances d'avoir des pros et de le vendre par le fait qu'on est dans cette salle-là. Donc il faut répartir stratégiquement presque à un moment donné les endroits où tu veux placer tes spectacles en Voilà. fonction des pros qui Après, viennent. clairement, quand tu commences, tu pars avec un spectacle, c'est déjà bien. Oui, mais bien sûr. clairement, partir à Avignon dans une salle que personne ne connaît, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de, puisqu'on parle de diffusion, de si on était une jeune compagnie par exemple et qu'on voulait se rapprocher d'un diffuseur, est-ce qu'il faut qu'on s'imagine que d'un coup cette personne ne va travailler que pour nous, on va la salarier? Non. Est-ce qu'on peut payer un forfait? Comment Alors, ça se passe? Il y a le légal et le pas légal. Normalement, le chargé de diff, c'est un poste qui n'est pas compris dans l'intermittence du spectacle. D'accord. Donc normalement, il y a des boîtes, il y a pas mal de gens qui sont des travailleurs indépendants, qui sont à leur compte et que tu payes sur facture. Mhm. Il y a d'autres chargés de diff qui se dénomment chargés de prod D'accord. et qui du coup, ça c'est un poste qui existe et qui du coup que tu payes en tant que chargé de prod, ce qui fait que tu les payes en cachet et elles, ça leur permet d'être intermittentes et du coup de
moins dépendre des ventes qu'elles font. Mmh. Donc oui, il faut prévoir un poste. Il y a beaucoup de chargés de diff il y en a vraiment dans les 2 sens. Mais il y a les chargés de diff individuels sont quand même souvent, des intermittents Ouais. et en même temps, personne ne comprend pourquoi chargé de prod, t'es intermittent Oui. et des chargés de diff parce que typiquement, c'est des gens qui ne bossent pas qu'avec une compagnie. Oui, Il faut bien sûr. surtout pas s'attendre à ce que la personne ne soit qu'avec sa compagnie Mmh. parce que c'est comme tout, ça a un coût. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux que quelqu'un bosse pour toi, il faut le payer le salaire, qui correspond. Et un salaire pour un chargé de diff qui correspond, c'est 2 500-2 800 par mois Ouais, ouais, tout à minimum fait. pour, Pour je veux dire, l'employeur, c'est le parce coût que employeur. c'est quelqu'un qui a ces compétences-là. Donc il Ouais. y a pas de, c'est pas le coût employeur, c'est le salaire brut pour le salarié. Le coût employeur, Ah ouais, c'est 2 800 salaire brut? ben, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont des compétences Ouais, qui qui sont sont ouais. rares et Ouais, qui font que, d'accord. ouais, c'est des gens qui Mmh. doivent bien qui cherchent à enfin, qui, entre guillemets, doivent bien gagner leur vie. Alors dans les petits groupes, je pense qu'ils sont pas très bien payés, les Mmh. chargés de diff comme ça. Donc personne n'a les moyens en vrai Ouais, bah, de oui, parce que ça fait quoi? Ça fait 4 000 € en budget global voilà, par c'est poste pour donc un mois, c'est énorme. ça n'a pas de sens. On n'a pas assez de ventes pour, en arriver là. Mmh. Puis il y a un problème de la diffusion en France parce que les villes n'ont plus d'argent. Donc, il y a un vrai souci, si tu veux, là-dessus. Donc concrètement, tu vas pas salarier ta chargée de disque parce que tu perdrais trop. Il vaut Ouais. mieux ne pas vendre de spectacle parce que si tu le fais, tu mets de la clé sous la porte. Mmh. Après, tu peux négocier un fixe en échange d'eux, et cetera. Mais toi, ton but, ça va être de vendre, elle, ça va être de et il faut effectivement l'intéresser à la vente ou Mmh. alors, il y a aussi des chargés de diff, il y a des gens qui s'improvisent chargés de diff, donc tu sais que tes premières années, tu vas galérer parce que tu as pas les adresses, tu as pas les Ouais. contacts et tout, Ouais. mais qu'au final, ça va être chargé de diff pour ta compagnie et que, en fait, finalement, tu peux peut-être t'y retrouver, ce qui contredit ce que je disais tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, je disais, il faut pas que, il faut que c'est un poste au début, c'est très important et tout. Et en fait, en discutant, je reviens sur mon idée en me disant: «Tout dépend du temps que tu veux mettre pour, commencer à vendre tes spectacles». Si tu as la patience d'attendre 4 5 ans et que tu as quelqu'un qui est vraiment motivé dans la troupe et qui se forme en tant que chargé de diff et qui décide de, elle, se mettre à vendre les spectacles, Ouais. il faut du temps pour faire le réseau, mais je pense que c'est jouable. Après, il faut trouver les bons théâtres et les bons spectacles aussi. Les spectacles qui se vendent, les spectacles que les gens vont acheter ou quoi. C'est ça, parce qu'il faut aussi que tu proposes quelque chose qui puisse fonctionner à ton chargé de diff. Alors, après moi, je te parle d'un truc très spécifique. On bosse Oui. dans le théâtre privé, on Ouais. n'a pas de subvention et on fait des projets non subventionnables. Quand on parlait de l'historique de la compagnie, on est parti sur des projets plus subventionnables. Mmh. On a monté un truc génial, sur, Charlotte Delbo, qui s'appelait Auschwitz et après. On avait tout un tas d'aides, promises. Mais on a eu 2 dates. Donc comme on avait 2 dates, on n'a pas pu avoir les aides promises et donc on a décidé de changer notre paradigme et d'aller D'accord. plus et d'aller faire des trucs où on faisait venir les gens et parce que, c'est très compliqué de dépendre des subventions. C'est à ce moment-là que vous avez décidé du coup de shifter vers, des spectacles plus tout public, voire, souvent spécialisés pour les Ben enfants? non, je te dis, ça, c'est un peu plus tard encore. Ça, OK. c'est quand on a eu des enfants, tout simplement. Oui, Mais d'ailleurs, on n'a d'accord. pas shifté, c'est juste que ça a pris on est devenu tellement, tellement important dans le spectacle pour enfants à Paris. Je veux dire, on était 1 sur Biréduc tout le temps, on caracolait en tête des ventes, que, ça a été notre gagne-pain vraiment et ensuite, il y a eu tous les gros groupes qui se sont mis à faire des spectacles pour enfants et donc nous, on a plus de mal aujourd'hui parce qu'on est noyé dans tout un tas de choses, qui sont bien. En plus, il y a plein de trucs très bien et qu'à l'époque, il y avait pas. Pour les grandes salles de 600 places, il y avait quasiment pas de spectacle pour enfants quand on est Mmh. arrivé. Ouais. L'autre problème, c'est que nous, on a trop, eu tendance à faire et ça, c'est vraiment un truc important. Tu as décidé de monter un spectacle. Je mettrais des bandes noires là. Non, mais tu as décidé de monter un spectacle, tu vois? Et donc tu as la thune pour le monter parce que tu as un peu de fonds, machin. Le monte pas trop vite, espèce de gros blaireau. Parce que nous, comme des gros cons, on a monté 3 spectacles en 1 an et demi. Il y a embouteillage. Ouais. Ou comment tu les vends, comment tu les finances et à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on a tellement dépensé que tu te retrouves avec une trésorerie un peu limite, avec des spectacles que tu as pas encore vendus et où tu es obligé de faire: OK, alors on va attendre 2 3 ans avant de monter un autre spectacle parce que c'est trop à la fois, trop à la fois, trop à la O fois, c'est ouais. pas bien» et OK. donc non, l'idée c'est, en fait, on s'y prend on a compris là maintenant, mais qu'on s'y a un peu mal pris. Tu as une idée et là, au lieu de te précipiter sur l'artistique, tu te précipites sur la com, l'administratif et cetera. Un peu l'artistique pour penser le truc, mais une fois que tu as pensé le projet, là
tu vas voir les gens qui te connaissent, mais ça, on est plus tard dans la compagnie, hein, on n'est pas au début de la Ouais, compagnie, hein, ouais. et là, au tout début, c'est l'inverse. Tu dois montrer un truc, tu dois faire un truc, et une fois que tu l'as fait, tu le montres aux gens. Quand Mmh. les gens ne te connaissent pas, c'est pas possible. Mais quand les gens ils te connaissent, tu vas voir les gens, tu leur dis, hé, Coco, si je monte ça, ça t'intéresse ou pas? Parce que si ça t'intéresse, je te le fais une fois et demi moins cher. Toi, hé, Coco. Et là, t'en as 15, 20, 30 qui te prennent les trucs que t'as pas montés, et tu dis, bah, en fait, mon truc, il est déjà financé. C'est ça. Sauf que nous, on est des gros blaireaux. Et qu'à un moment donné, on nous dit, ouais, ben, on va continuer comme l'année prochaine au Ranelagh. Et je fais, oh, nous, on fait une nouvelle créa. Et là, on se fait une créa, mais à 35 000 boules. Et Waouh! là, tu fais, mais t'es con ou t'es con? Mais en même temps, on est hyper content parce qu'on a fait un truc génial, qu'on va. Mais du coup, là, il faut un peu freiner des cas de fer, tu vois. Ouais. C'est Bon, bref, trop de ça, diffusion. c'était. Ouais, ça, c'est trop de diffusion à faire de Mmh. nouveaux spectacles. Parce que, en gros, sur une année, nous, généralement, on a. C'est pour ça que sur la question de tout à l'heure sur combien on joue par an. Alors, des fois, il y a 60, 70, 80 dates de tournée. Et là, avec la chute de la crise de la diffusion, des choix pas forcément judicieux à Avignon, notre chargé de diff loin pendant un an, et ben, on arrive vaguement à une vingtaine de dates. Et du coup, ton système économique, Mmh. tu te dis: «Ben, j'aurais peut-être pas dû créer autant». Ouais, quitte à garder un peu de Donc trésorerie. bon, après voilà, après tu t'arranges, machin, mais Tu m'as dit un truc super intéressant et j'étais sur le point de te remercier parce que c'était une des questions que j'allais te poser. Si tu devais, toi, refaire un projet quand tu étais au tout début, ça serait quoi les étapes ah, je pense avec qu'on l'expérience? n'a pas été si malin. Sur le début, on a répété, on a créé un truc, et une fois qu'on l'a créé, on l'a montré à des gens. Moi, franchement, je pense que c'est très compliqué d'aller vendre une idée. Si tu as une idée absolument géniale, tu peux aller vendre une idée géniale aux gens. Nous, on n'avait pas d'idée géniale, on a monté une pièce qui existait, L'Île des Esclaves de Marivaux, un truc qui est étudié par les scolaires parce qu'on n'est pas trop cons. On s'est dit: «Tiens, bah, quand même, ça va peut-être nous avoir une ouverture». J'étais prof de maths, Karine, elle a été prof d'italien, voilà, on est dans un domaine, tu connais un peu, donc on n'avait pas trop faux parce que je pense que sur cette première pièce, on a dû faire une vingtaine de représentations scolaires, même peut-être même plus avec le Ranelagh. Enfin, on a fait un paquet de représentations scolaires avec cette pièce. Avec cette toute première pièce, Cette toute donc première l'île pièce, des esclaves. tu vois qu'en fait, on a joué de 2002 à 2014, un truc comme ça. Waouh! Heu et donc je pense que je referais pareil parce que je pense que c'était malin. Pareil, notre premier spectacle pour enfants, on s'est pas pris la tête, on a demandé les droits. Une fois qu'on a eu les droits, on a été très surpris d'être les premiers à demander les droits de ce truc qui était. On a dit: «Mais attends, on n'a pas de star, mais on a une star». Mmh. On a un C'est-à-dire que on a on a une tête d'affiche qui est le bouquin. Ouais. En fait, le truc, c'est que si tu arrives avec une idée tête d'affiche, ben là, tu peux aller voir les gens avant de monter. Mais Mmh. si ton idée, c'est de remonter pour la 15e fois un truc qui a été monté 1000 fois et que toi, tu vas le faire super, il va falloir quand même que tu convainques les gens pourquoi c'est super. Mmh. Ça peut être sur l'idée avant, mais moi, en tout cas, dans la façon dont je fonctionne, c'est sûr que c'était mieux de le faire avant. Donc ça, non, je le referais pareil. Sauf que quand tu es là depuis un moment, que tu as la chance de bosser avec beaucoup de gens qui aiment bien ton travail, tu es plus dans la même logique. Donc après, il y a encore un autre truc, c'est les subventions. Parce que là, je te parle d'un truc que je ne connais pas parce que c'est un truc qu'on n'a pas expérimenté. Je te dis, on a demandé des subventions en 2006 pour Ajouter ça après et basta. Heu, les subventions, c'est encore un autre truc. Il faut aller voir la DRAC, il faut aller Mmh. voir le ministère, il faut aller voir la mairie de chez toi. Si tu es dans un département qui n'est pas l'Île-de-France, c'est quand même qui n'appartient pas à l'Île-de-France, c'est quand même beaucoup mieux parce que tu as moins de théâtre qui s'y passe et donc ils sont quand même un peu plus enclins à aider. Et là, il faut que tu ailles voir les institutions, mais il faut que ton projet corresponde aussi à une forme d'exigence Ouais, qui est la leur. ouais, bien sûr. Tu as quand même une nécessité, voilà. D'avoir non seulement un projet qui se tient, mais qui soit peut-être aussi aligné, bah, comme tu dis, avec leurs valeurs, peut-être avec une actualité ou alors quelque chose qu'ils veulent En tout cas, quelque développer. chose ou alors qu'il y ait une exigence artistique Ouais, forte, ouais. parce que, elles sont là, les aides publiques sont là pour, justement aider des projets qui vont avoir du mal à trouver leur public aussi. Mmh. C'est pas, maintenant, voilà, ils pourraient aussi, de temps en temps, décider d'aider des projets qui vont trouver un public. Ce serait pas non plus mais bon,
C'est des biais différents. Donc moi, je parle essentiellement du théâtre non subventionné parce que je ne Mmh. connais pas bien le problème du théâtre subventionné, n'en faisant pas partie. Ouais. Et justement, au fur et à mesure du temps, est-ce que tu dis tout à l'heure, il faut presque convaincre des gens de rejoindre le projet. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as dû développer? Et si oui, est-ce que tu t'es aperçu qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même régulièrement? Quand il s'agit d'essayer de convaincre les gens, de te faire confiance, d'embarquer avec toi dans le Maintenant, projet? un peu plus parce que j'ai un peu plus confiance, mais ça a beaucoup été la chargée de disque qui a fait ça. Mmh. Tu passes beaucoup de temps à appeler des gens, de sorte qu'à un moment donné, à force d'appeler, tu vas provoquer la rencontre hasardeuse de quelqu'un qui, il se trouve qu'il a besoin d'un spectacle comme le tien à ce moment-là. Mmh. Et si tu passes pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à ça, bah, tu as moins de chances de C'est provoquer sûr. la chance, en Bah, fait. c'est un peu le truc où, on va dire, t'envoies 100 mails. Sur ces 100 mails, il y en a peut-être 10 qui vont t'apporter une réponse et dans les 10, il y en a un qui va t'apporter une réponse positive, mais qui va se transformer Alors en moi, je vais dire autre chose, tu envoies 100 mails, tu as perdu, 100 mails, hein. oui, non mais Non, d'accord, mais OK. en fait, en gros, c'est ça, hein. Oui, le mail, c'est pas le bon mode de communication, je suis Le mail d'accord est avec toi. nécessaire et indispensable, Ouais, tu dois l'envoyer. ouais. Mais tant que tu as pas eu quelqu'un au téléphone qui te dit: «Envoyez-moi un mail» et que tu vas renvoyer le même mail que tu as envoyé il y a une semaine, c'est comme si tu avais, rien envoyé. Mmh. En revanche, si c'est des gens que tu ne connais pas, il faut avoir conscience qu'ils reçoivent entre 30 et 200 mails par jour de gens qu'ils ne connaissent pas. Donc clairement, ils vont pas les ouvrir. Mmh. Et ça encore, je te parle de quand tu t'adresses à des structures qui sont là pour, diffuser du théâtre. Quand il arrive souvent que dans ton développement, tu t'adresses à des écoles, par exemple. Ouais. Les écoles ne font pas de théâtre et donc elles vont recevoir des offres de gens qui font du théâtre, mais qu'ils s'en foutent, en fait, ils font pas sauf que quand tu as la directrice ou le directeur au téléphone, bah, tu peux lui expliquer pourquoi c'est bien ton projet, que ça correspond à ces trucs pédagogiques et tout ça. Mmh mh. Mais c'est ultra chronophage. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut te rendre compte que, sur, 1 heure à passer des appels, tu vas réussir à avoir un interlocuteur au téléphone, à avoir 2 ou 3 interlocuteurs au téléphone, Mmh. enfin allez 4-5, que le temps de le convaincre, ça prend bien un quart d'heure, 20 minutes et que tu sors de ta journée, si tu as eu 15 interlocuteurs, c'est le bout du monde. Et pour en faire une vente, un truc, il faut en avoir eu 100. Mmh. Donc tu te rends bien compte que c'est des métiers hyper chronophages Ouais. et que, te faire un réseau, c'est compliqué. Donc, oui, si tu peux, assez vite te mettre dans un syndicat, par exemple, Mmh. syndicat des producteurs, syndicat des metteurs en scène, syndicat des auteurs, et ben, ça te permet de faire du réseautage. OK. Syndicat des compagnies, ça te Ouais. permet d'aller rencontrer des gens que tu ne connais pas, Mmh. qui eux-mêmes vont avoir des discours que tu ne connais pas, qui vont dire: «Tiens, bah, moi, j'ai telle solution à tel truc». Génial! J'ai telle solution à tel truc. Ah, bah, je fais bien de pas faire ça moi. Tu vois? Enfin, C'est peut-être ce qui va se passer aussi quand on va écouter Vincent Kerr, mais sur la c'est troupe. on va se On dire: va «Oh se dire: «Ah putain, tiens». ah ouais». Non, mais donc c'est assez important, c'est un mot, bizarre, le réseautage, mais en gros, tu as besoin d'aller rencontrer des gens que tu connais pas, que tu aurais pas rencontrés forcément mais qui, de par les discussions que tu vas pouvoir avoir avec eux au fil, de quelques verres, Ouais, ouais, ouais. de limonade ou d'autres choses, vont pouvoir, bah, t'éclairer sur tel ou tel aspect, te donner toi aussi, tu vas pouvoir donner des pistes parce que tu as expérimenté. Ouais. Toi, tu es jeune. Nous, on est une vieille compagnie, enfin une compagnie qui commence à être une compagnie de vieux. C'est hyper intéressant de discuter avec les jeunes parce qu'ils ont pas du tout les mêmes rapports aux choses, parce que c'est eux qui créent la vivacité du truc, dans le sens où c'est eux qui sont dans ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Ils sont dans les réseaux sociaux, dans machin, dans ils ont des rêves qu'on n'a pas et c'est hyper intéressant de discuter avec des jeunes parce que, même des jeunes compagnies qui commencent, en fait, il y a une manière de voir les choses qui est ultra novatrice par rapport à notre regard à nous. Mmh. Même s'ils débutent et qu'ils c'est des quiches dans plein de domaines, il y a plein de trucs où tu fais: «Putain, mais ouais» et ça, c'est un truc vraiment, qui est ultra important, je pense, pour tout le monde, d'échanger avec des gens qui ont rien à voir avec nous. Mmh. Des gens qui sont non subventionnés, des gens qui sont dans le privé, des gens qui font de la gaudriole, des gens qui font des trucs, dramatiques, des gens enfin, j'en sais rien, des gens qui font de la danse, mais voilà, le réseau, ça va être, bah, de rencontrer ces gens, tu les as vus pour la 4e fois, tiens salut, tu te mets à parler de ta vie et puis, et donc tu te reconnais machin et tu as une opportunité: «Ah bah, eh j'ai pensé à toi dis donc, il y a machin qui cherche truc», on doit être, 200 000 dans le métier, c'est rien, c'est que dalle.
Donc en gros, il y a moyen de connaître des gens qui connaissent quelqu'un. Donc et de même que toi, tu veux dire: «Ah mais attends, il y avait un gars, il cherchait un truc complètement absurde, c'est complètement toi, je vais parler de toi». Enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, l'idée, ça va être quand même d'essayer de se faire, Mmh. de rencontrer des gens, Ouais. pour des échanges et de connaissances et de conseils. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu échanges avec la personne, t'es pas en train de lui dire: «Eh, au fait, moi je, moi je, moi je». C'est peut-être justement quand tu viens lui dire: «J'ai quelque chose pour toi, j'ai pensé à toi, tiens, ça m'a fait penser à quelque chose qui te concerne», que la personne se sent engagée avec toi et qu'elle aura peut-être du coup plus tendance à Bah, revenir vers après toi. ça, c'est encore une fois un truc que je sais pas faire, mais j'ai la sensation que, ouais, le gars qui va te prendre, il va te prendre ou la meuf qui va te prendre, elle va te prendre parce que elle a un intérêt à ce que tu fais. Soit le sujet lui parle, soit, ton travail l'intéresse, soit, enfin, en tout cas, soit elle cherche un spectacle dans ce mais oui, c'est toujours par rapport au désir de l'autre, c'est pas tes désirs à toi, tes désirs tout le monde se doute que tu as que qu'on a envie que tu as envie de jouer ton spectacle et effectivement, je me rends compte que, ça fait 2 ans que je me force à aller dans les cocktails, officiels, pour des entre autres pour le syndicat des entrepreneurs du spectacle et qu'effectivement, oui, tu te mets à un peu plus connaître les gens, tu leur dis bonjour dans la rue, tu vois, ils commencent à savoir qui tu es, donc quand tu arrives et que tu vois, là récemment, je parlais avec un gars qui me disait, «Bah oui, bah moi si tu as un projet, ben, en fait, tu m'appelles, on fait une lecture», et jamais je m'étais dit: «Tiens, bah, il y a quelqu'un que ça peut intéresser que je connais pas, que je l'appelle, je fais une lecture». C'est con, au bout de 20 ans, tu vois? Et maintenant je me dis: «Bah oui, en fait, on n'est pas obligé de toujours produire de spectacles, en fait, non plus, Bien en sûr. fait». Parce qu'on parlait de compagnie, mais au final, tu as aussi le moyen d'aller voir des gens qui produisent ton spectacle et qui le font en assos avec ta compagnie, tu vois? Ouais. Ça, vous, c'est quelque chose que vous faites? Jamais, on n'a jamais fait encore. OK, d'accord. Mais nous, on a fait que de la démerde tout seul et maintenant on se dit: «Bah, Et peut-être arrivé à un stade où quand même c'est» non, c'est pas vrai parce qu'on collabore vachement. Le Théâtre Le Ranelagh, on collabore à mort avec eux. Ils nous ont produit plusieurs spectacles, là, on fait de la choréa, mais c'est de la vraie choréa parce que c'est un théâtre, c'est un des seuls, enfin, c'est un théâtre qui fonctionne avec une vraie éthique, avec, un mode de fonctionnement qui existe malheureusement très peu, qui est, bah, on risque de perdre de l'argent, mais on fait de la vraie choréa, avec un vrai partage de recettes, un vrai partage des coûts de communication, parce que le mieux que tu as généralement, c'est un partage des recettes. Alors le partage des coûts de communication, faut peut-être pas non plus ouais, faut pas exagérer, exagérer. mais généralement maintenant, tu as quasiment plus de partage de recettes. C'est un partage de recettes avec minimum garantie. Je parle à Paris, hein. Mmh. Est-ce qu'on parlerait, toi et moi, d'Avignon? Parce que c'est Ouais. un festival que vous avez fait, plein de fois. Non. Non? Ouais, ouais, j'allais dire, ouais, Est-ce qu'on impossible. parlera d'Avignon? Bah non. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais, vas-y. C'est un point névralgique quand même Avignon, du c'est spectacle énorme vivant. parce que c'est là où, tu vas, pouvoir diffuser ton spectacle. Mmh. Donc, tu as une question à me poser ou je développe en Ah ouais, j'avais plein 2h30 de comme, questions à te poser, mais je vois que t'es lancé si tu vas-y, veux. vas-y, vas-y, vas-y. Bah, moi, la première question que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent se lancer dans un Avignon. Comme tu me l'as dit tout à l'heure très justement, ça dépend où tu en es dans ton projet. Ça peut être une bonne idée comme une mauvaise idée, si j'ai bien compris. En tout cas, peut-être que tu as des erreurs à ne pas commettre à nous donner. Des choses qui te semblent essentielles quand tu te prévois un Avignon. Alors les erreurs, je sais pas parce que je pense que si tu les fais pas, à mon avis, tu apprends pas trop. Mais je pense qu'il faut être au courant des choses. Il faut être au courant qu'un Avignon je vais donner un exemple. On arrive avec Avignon, on joue tout Molière ou presque, dans une salle de 150 places. Gavé de spectateurs, on fait salle de 150 places, 148 de moyenne sur la totalité du festival. Tu peux pas plus. On est que 3 au plateau. Tu peux pas beaucoup moins. Bon, sauf que, bon, il se trouve qu'on part avec un autre spectacle et tout, mais si on considère que Molière, tu rajoutes le logement, la nourriture, le salaire, parce qu'on a payé les gens tous les jours, mais comme on est en tournée, on fait pas le même mode qu'à Paris, bref, on s'est payé un cachet à chaque fois, donc on a respecté pour le coup la convention. Bon, tu as fait complet, bah, tu as perdu 10 000 balles. Il faut avoir conscience de ça et là, C'est tu es sur un incroyable. tu sur un gros succès. Je te parle d'un gros succès. Donc mais pas un gros succès, un truc comme jamais ça t'arrive, hein. Enfin, c'est-à-dire C'est que once in a lifetime, comme on dit, quoi. C'est bah, un truc qui ouais, tu t'arrive une fais fois à dans quel une. moment tu fais complet pendant, 2 Ouais. Avignons de suite, dont le Covid, dont l'Avignon avec, Covid, passe sanitaire au milieu du truc et tout. Enfin, tu vois, ça ne t'arrive pas. Là, ça nous arrive. Alors, ces 10 000 €, ils sont compensés ultra vite parce que derrière, on a 30 ventes et que, à chaque vente, tu gagnes 1 000 €. Enfin, tu vois, sur ce spectacle-là, il y a pas de problème. Mais d'une manière générale, c'est quand même le gros souci d'Avignon, c'est que
tu dois aller avec un truc dans lequel tu crois, artistiquement, mais quelque part, eh ben, on s'en fout un peu que tu y crois artistiquement. Ce qui est important, le plus important, c'est que tu y crois artistiquement parce que c'est la condition sine qua non. Sinon, Oui, t'envisages même pas d'Avignon et bien tout. sûr. Mais une fois que tu y crois, ce n'est pas du tout une condition suffisante. La condition nécessaire en plus du fait d'y croire, c'est que tu estimes que ça va pouvoir se vendre. Comment tu estimes que ça va pouvoir se vendre? Les retours que tu as eus de différents pros, et cetera, qui te disent: «C'est bien, machin». Les de tes potes, de tout ça, des spectateurs, OK. Et ensuite, la salle où tu vas aller. Il y a une dizaine, une quinzaine de salles à Avignon où les pros vont, allez, une vingtaine, et une centaine où ils ne vont pas. Donc, il faut vraiment le savoir. C'est donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au théâtre Le Paris, qui est un théâtre où beaucoup de pros viennent pour le one man show, les grosses stars, les Chevaliers du Fiel, les grosses machines. Mais pour nous, dans notre réseau à nous, de spectacles pour enfants, moins, comment dirais-je? Dans un entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas du théâtre public, c'est pas du tout du théâtre public, mais on n'est pas dans la grosse, galéjade, on est dans une espèce d'entre-deux, on va dire, et ben, pour nous, on sait que nos pros qui ont l'habitude de nous prendre, ils vont avoir du mal. Alors, deuxième exemple, Tout Molière ou presque, le même spectacle, 150 spectateurs, 20 refusés en moyenne par jour, tu vois? Enfin, pas en moyenne, mais sur la période de 10 jours où le festival cartonne, pendant 10 jours de suite, 20-30 personnes refusées parfois. On va jouer au Paris, dans la salle 2. Super théâtre, super accueil, super salle, Là où on les adore pros ce vont. théâtre, là où Ouais. les pros ne vont pas. Ah, là où les pros ne vont pas, d'accord. Donc après avoir fait 2 ans à la Luna, donc en cartonnant, on va dans ce théâtre, le Paris, où les pros pour nous, hein, je te parle pour nous, parce que pour tout ce qui est one man et tout, Mmh. ça cartonne, hein. Mmh, mmh, mmh. Donc ils ne vont pas pour nous, dans ce théâtre et on y va, on joue là-bas. Et là, la salle de 200, on se dit: «Eh ben, on fait 120 de moyenne avec des spectateurs qui nous disent: "Ah bah non, vous jouez au Paris, je vais pas vous voir"». Et là, on fait: «Oh putain, tout Molière ou presque, le Paris». Eh ben, on est sur, ça va pas. Ça matche pas. Ça matche pas, Ouais. c'était une mauvaise idée. Mmh. Mais ça, on n'avait pas réalisé. Georges le Dragon, Le Loup est revenu, ça match. Là, les pros viennent pas, mais ça match. Les Ouais. pros viennent pas parce que c'est le Paris et qu'ils sont snobs. Mais en soi, l'idée match, les spectateurs, ils kiffent, c'est très populaire, ça leur correspond complètement. Mais sur le pro, eh ben, ça marche pas. Mmh. Donc, il faut quand même se poser la question de où je vais, qu'est-ce que je fais? Ensuite, se poser la question de: est-ce que tout le monde est capable de vivre ensemble? Si tout le monde n'est pas capable de vivre ensemble, eh ben, ça augmente le budget parce qu'il faut prendre des appartements individuels. Est-ce qu'on est prêt à faire, telle distance pour, à parcourir tous les jours pour se rendre à Avignon? Si on n'est pas prêt, ça veut dire qu'il faut prendre un truc à Avignon, c'est hyper cher. Mmh. Est-ce qu'on est prêt à rester dans Avignon et à avoir chaud toute la journée? Ah bah, si on peut pas, bah, ça veut dire qu'il faut payer moins cher, être au frais, mais aller plus loin. Heu, Ça, c'est quand même des questions essentielles. Le vivre ensemble à Avignon, c'est ce qui fait que ton festival, il va bien se passer ou pas. On est dans un métier hyper humain. Si humainement ça se passe mal, sur le plateau, ça va mal se passer. Et le plateau, j'ai envie de te dire, c'est presque ce dont on se fout parce qu'à Avignon, tu passes 30 sur ton plateau, 70 en parade. Les parades, pourquoi? Parce que les gens viennent pour ça. Les gens, ils viennent à Avignon. Alors, il y a de moins en moins de gens qui paradent, mais en tout cas, quand tu as pas une notoriété, médiatique, de base, Mmh. quand tu es pas dans des lieux, ou une pièce, tu as une vraie chance à Avignon de cartonner quand même, parce qu'il y a des gens qui vont te voir en parade et qui vont faire: «Waouh!» Ça a l'air et qui sympa, vont faire: «Ça a l'air sympa» il y et a un tout. dinosaure, il y a des Alors, marguerites, c'est trop drôle. il y a moins de bouche à oreille qu'avant, mais il y a quand même les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui prennent en photo, il y a quand même, il y a moins de bouche à oreille qu'avant pour une raison très simple, c'est que les gens restaient 7 jours quand maintenant ils en restent 3. Donc il y a moins de bouche à oreille. Mais ça reste quand même le moteur essentiel d'Avignon. Donc il faut que toute ton équipe soit prête à parader ou à tracter ou parader, c'est 1000 choses, hein. Ça peut être, t'arrives, t'es en costume, tu fais un gros truc et tout, un gros show. Ça peut être, tu en t-shirt, tu chantonnes un peu, tu parles aux gens. Ça peut être, tu fais rien, t'es normal, mais tu parles avec tous les gens individuellement. Je veux dire, ça peut être tout. Parader, tracter, ce que je veux dire, c'est faire la promo de ton spectacle. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de tenir 3 semaines et demie. C'est un marathon. Le truc, t'arrives, c'est ultra long, c'est ultra fatigant.
ultra épuisant. Et ensuite, t'es comédien, souvent, t'es jeune, souvent, t'es dans Avignon, souvent, tu bois des coups, tu fais la fête, tu te démontes, à 3 heures du mat, tu ressembles plus à rien, et du coup, le lendemain, pour réattaquer, c'est chaud. Donc, il faut aussi que tu te dises que tu as des comédiens qui ont une capacité de récupération ou bien de qui sont capables de temps en temps de mettre pause parce que sinon ils vont pas tenir le festival et ce qui va se passer c'est qu'à la moitié du festival ils vont arrêter les parades en se disant bah non mais on met tout sur le jeu et ils arrêtent les parades et t'as tes spectateurs ça chute t'as une mauvaise ambiance t'as de moins de parades C'est un marathon. je veux dire c'est un truc c'est un marathon collectif et vraiment pour moi en tant que compagnie après quand tu vas avec une prod c'est différent chacun est logé payé comme enfin tu vois mais effectivement même si tu es dans une prod si tu veux t'éclater il vaut mieux qu'il y ait des gens et c'est compliqué de faire venir les gens sans au moins tracter. Tu vois, moi, je suis parti une année avec. Alors là, c'était vraiment l'année débile. On avait. L'année débile? Ah non, mais des fois, t'es con. Donc, nous, on joue le mariage de Figaro à 21h45. Et moi, je trouve rien d'autre de mieux à faire que de venir avec mon one-man show, profiter du fait qu'il y a les copains, parce que faire un one-man show tout seul, c'est un peu chiant. C'était Seule Enseigne ou Monsieur Kerr? Ça, c'est Monsieur Kerr, ouais. Enfin, c'est le même, mais ça a évolué. Enfin, D'accord. c'est devenu Monsieur Kerr. Enfin, et donc, je pars avec le seul en scène en profitant de mes camarades. On habite pas très loin d'Avignon, on est à 10 minutes en vélo. Donc, on fait parade à 11h. Ils vont manger. Moi, je fais parade à 12h30. 14h, je vais manger. Je reviens, je fais la caisse de mon spectacle pour économiser un poste. Derrière, après avoir fait la caisse, je joue mon spectacle. Je parade un bout avec eux. Ensuite, je tracte pour mon spectacle. Ensuite, je vais jouer le spectacle pendant lequel je compte la caisse du seul en spectacle. scène. Enfin, non, du seul en scène et surtout du mariage. Parce que bref. Et là, je joue le mariage. Donc, on finit, il est minuit. Je suis rincé. Je bois 1 ou 2 coups. Je rentre à la maison. Et là, la petite, elle dort pas. Tout le festival. Enfer. Combien de kilos t'as perdu? Bah, pas tant de kilos, mais j'étais vraiment fatigué, quoi. Mais, et donc, il y a des trucs, des fois, t'es con. Et en même temps, c'était, tu vois, c'est un type de. J'en venais par rapport au type de tractage. Du coup, j'avais pas le temps de tracter beaucoup. Par contre, j'avais un sujet qui intéressait les profs à Avignon où il y a que des profs. Et en gros, Monsieur Kerr, ce que je faisais, c'était que je prenais mes flyers et j'allais voir les gens, je parlais et je voyais, allez, en gros, sur une parade, je voyais 10 personnes, quoi. Mais 10 personnes bien. Sur les 10, il y en avait 2 ou 3 qui venaient. Donc ça, plus le bouche-oreille, plus machin, en fait, t'arrives globalement à puis tu as les gens qui sont autour qui écoutent, enfin donc ça, c'est une vraie manière de tracter qui est possible et à côté de ça, on était avec le mariage de Figaro, 7 gros bourrins qui arrivent, avec un visuel hyper fort, on avait tous des t-shirts, des chapeaux avec, des gros ballons en cœur au-dessus de nous, c'était le symbole de l'affiche, on faisait une annonce, «Mesdames et messieurs, nous jouons le mariage de Figaro, voici un extrait». Voilà, c'était un extrait du mariage de Figaro. Et en gros, c'était un truc comme ça, et ça cartonnait parce que c'était drôle, c'était enlevé, c'était à l'image du spectacle, tu vois. Donc, t'as vraiment. Et puis, t'as des gens qui arrivent, ils chantent, ils ont des trucs. T'as aussi des gens, juste, ils déambulent. Et tu vois juste la déambulation. Donc, il y a tout qui est possible. Mais sauf qu'il faut que ça te ressemble et que ça ressemble au spectacle et que ça donne envie aux gens d'aller voir l'esthétique du spectacle. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est l'essentiel, la capacité à faire tout ce qui est autour du spectacle pour faire venir les gens au spectacle. Et ensuite, il y a donc la manière de quand même se préserver pour pouvoir être capable de le jouer ton spectacle. Ouais. Parce que si tu fais tout le festival comme ça, c'est un peu chaud. Ce qui arrive très rapidement. Magali qui est là peut témoigner. Donc là, ce que tu fais, moi maintenant, j'ai fait des fausses ordonnances pour filer de la cortisone à tout le monde. Les antibiotiques. Non, mais juste la cortisone, parce qu'à un moment donné, ils me font rire, ils ont la potion du chanteur, il y a une pharmacie, ils vendent ça à Avignon, donc ils ne marche pas du tout, hein, sauf pour les gens qui n'ont rien et qui sont persuadés d'avoir quelque chose. Mais en gros, globalement, non, c'est mon point de vue. Ouais. T'inquiète. Mais non, mais c'est un constat aussi. J'ai essayé la potion du chanteur. Je finis par aller voir le docteur qui m'a dit mais vous avez un virus depuis 8 jours là, ça commence à tout s'infecter de partout. Faut se calmer avec les plantes. Hein. C'est bien les plantes, mais il faut les mettre aussi. Bref. Donc vivre ensemble. Vivre ensemble vraiment. Faire en sorte que l'ambiance et le tout soient bons pour que tes comédiens soient capables de jouer le soir. Tracter d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière qui correspond à ton projet et qui donne envie aux gens d'y aller. Et savoir que c'est un risque financier, mais qui peut être suivi d'effets. C'est un investissement. Un investissement. Mais tu sais que c'est à perte.
Il Ouais, faut savoir. Alors, quand tu es une jeune compagnie et que tu débutes, nous, au début, on se payait 2 heures par jour. Parce qu'il ok. faut absolument et impérativement à Avignon se déclarer tous les jours. Hmm. Quel que soit le mode de déclaration, tu peux te faire un contrat de travail du 2 au 27, tu te déclares genre 40 heures, Ouais. mais il faut que tu sois déclaré parce que tu vas avoir l'inspection du travail qui vient. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à nous, ce qu'on fait à Paris, c'est que l'inspection du travail elle ne trouve rien à redire à ce qu'on fait nous. L'URSSAF et tout, on paye les gens au-dessus du SMIC, on les paye plus que le temps on les déclare 4 heures alors qu'il reste là 2 heures. Enfin, personne ne trouve rien à redire à ça. Enfin, on est payé pour ce qu'on fait. Donc, déclarer les gens un minimum. Mais donc, même si tu débutes, ça a quand même un coût de salaire. Alors, évidemment, dans l'exemple que je prenais de Tout Molière, si tu cartonnes comme ça et que tu ne payes les gens que 40 € sur le festival, tu perds pas d'argent. Hein. Faut pas, quand Hmm. même, Oui, là, dans la vision noire que oui, j'ai, oui. Oui, on avait mis les c'est curseurs quand à même, on a fond. mis les curseurs à Ouais, fond. ouais, Non, non, ouais. non. C'est quand t'es petit et que tu débutes et que tu loges à 3 dans la même chambre, en vrai, sauf que tenir le festival en logeant à 3 dans la même chambre, c'est un peu tendu. Mais enfin, si tu as des plans pour avoir, tu vois, un Airbnb, un truc à 20 minutes en voiture, que tout le monde peut rentrer dans la même voiture, ou le mieux, c'est à 20 minutes en vélo, parce que tu arrives là-bas, tu loues des vélos, Et puis tu peux rentrer. et puis les vélos, ils te les louent 100 balles sur le mois. En fait, il y a un Hmm. mec il te loue des vélos à 150 balles. Non, il te les vend. Il te les vend à 150 balles et il te les rachète à 120 ou un truc comme ça. Ok. Donc en fait, toi, t'as quasiment rien payé Ouais, pendant le tu payes 30 festival. euros de vélo, Voilà. quoi. Alors j'exagère, c'est peut-être il se fait plus de marge, je pense, mais Hmm. en gros, lui, il récupère ses vélos à la fin et Ouais. toi, ça t'a pas coûté grand-chose, quoi. Hmm. Comment tu fais pour trouver le bon théâtre pour ton projet quand tu vas à Avignon? Ça, c'est vraiment du réseautage. C'est vraiment en discutant avec les gens. C'est vraiment, tu te rends compte, tu regardes la programmation, tu regardes ce qu'ils ont, tu discutes avec les gens: «Ah tiens, toi, telle expérience, tel machin» et c'est les gens qui vont te dire: «Tiens, bah, la Luna, ça va plutôt être tel type, les Béliers, ça va plutôt être ça», et toi, qui vas te faire ton expérience, j'avoue que je le sais, c'est mon 16e Avignon, je le savais pas à mon premier. Er Il s'est passé 15 Avignons entre les 2. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. Ouais, ouais. J'ai pas de recette miracle, Hmm, hmm, hmm. Non, donc mais tu l'as dit, discuter, prendre la température en fait bah, des gens qui gèrent le lieu. des gens qui gèrent le lieu, des spectateurs, tu discutes à Avignon, tu discutes avec tout le monde, tu discutes aux tables quand tu vas tracter, nous généralement même quand on fait des parades, on se retrouve toujours avec quelqu'un qui vient discuter du spectacle ou d'autres choses, ou tu attends à une glace, il voit que tu as un truc: «Ah j'ai vu ça» et puis, c'est des fois des rencontres totalement inopinées, mais c'est et puis des fois des discussions totalement inintéressantes avec des gens qui viennent te raconter leur vie sur un truc dont tu rien à foutre, mais dans l'ensemble, c'est quand même c'est un festival de rencontres. Donc, comme tout, hein, il y a des gens avec qui tu matches, des gens avec qui tu matches pas. Mais, je pense qu'il faut c'est intéressant de se laisser ouvert à toutes ces rencontres quand en tout cas quand tu diriges, ou que tu as une part dans la direction des opérations. Parce que les échanges sont potentiellement, nourriciers de tout un tas Hmm, d'infos intéressantes. hmm, hmm. Heu et puis, heu et puis ce qui est fun à Avignon, c'est que tu rencontres les gens, tu as ces interactions, qui se passent bien, qui se passent pas bien, mais c'est aussi pour ça qu'on aime le faire, Ouais, bah ouais, je veux dire, l'ambiance. moi je l'ai jamais fait en étant jeune et célibataire, mais ceux qui le font en étant jeune et célibataire, ils passent des super bonnes soirées, hein. Heu, donc Est-ce que tu recommanderais, je suis en train de me poser la question à mesure qu'on en parle, est-ce que tu recommanderais à une jeune compagnie admettons qu'il n'ait pas de diffusion, de faire Avignon et d'inviter pour l'occasion un diffuseur à les accompagner à ce moment-là? Est-ce que ça sert, tu vois, au alors niveau moi du je pense que timing? si tu fais Avignon sans avoir de mode de diffusion, ne fais pas Avignon, quoi. Vraiment. Tu fais Avignon, tu as un mode de diffusion. Sinon, tu ne fais pas Avignon. Oui, bah, très bien, mais alors tu as décidé que le spectacle, c'est un loisir. Hmm. Le Ça reste un artisanat, ça reste un moyen de gagner notre vie, même si c'est artistique. Je suis désolé, mais en tout cas, si tu le penses pas comme tel, tu vas pas durer très longtemps parce qu'il y a une réalité qui va te rattraper et ça, les artistes, ils en ont pas forcément conscience et on s'en fout qu'ils en aient conscience. Mais celui qui dirige la compagnie, Ouais. qui est certainement un artiste aussi, il ne peut pas être que artiste. Et dans la manière de choisir les projets, il ne peut pas voir que par son prisme à lui. C'est pas parce que toi, tu es artiste et que tu aimes ton spectacle qu'il est judicieux que ton spectacle, se passe, tu vois? Hmm. C'est pas forcément une bonne idée. Trouver le théâtre, trouver le logement et le logement, il faut pas s'y prendre, Avignon, tu veux faire Avignon en juillet, tu l'as décidé en juillet, mais d'avant.
Oui. Et mais parce que si tu le décides en décembre, t'as tout qui merde. C'est-à-dire que ton logement, c'est plus compliqué de le chercher que si tu le cherches en octobre-novembre. Tu tout un tas de trucs comme ça et puis ta salle, t'as pas forcément la salle que tu veux. Il vaut vraiment mieux essayer d'aller à Avignon, à vide, pour rencontrer tous les directeurs de théâtre, leur parler de ton projet et voir. Alors, il y en a qui, de toute façon, te prendront parce qu'ils ont juste besoin de thunes. Oui, ils ont juste Mais besoin de trouver un ceux-là, il spectacle. vaut peut-être mieux pas y aller. Mm. Et donc, il y en a, c'est intéressant de parler de projets avec eux, etc. Donc ça, c'est très important. La vie en groupe, le fait que c'est un investissement. Donc, et quand tu commences la première année, moi, je déconseille pour un premier spectacle de créer là-bas. L'idée, c'est quand même d'être prêt Mm. parce que tu as une journée de montage où parfois tu dois apporter des projecteurs à toi, parfois non. Il y a des théâtres qui n'ont des créneaux que de 5 heures ou 6 heures par spectacle. Donc, si toi, t'es pas au taquet, que t'es pas prêt, ça va être très compliqué. Mm. Donc, il vaut mieux être prêt, avoir tout. Le créer à Avignon, ça veut dire trouver une salle qui veut bien t'accueillir en résidence, etc. et à le faire dans des conditions correctes. Tu peux Mm. pas créer à Avignon comme ça, je l'ai jamais joué. Parce que la compétence dont on n'a pas parlé pour la compagnie, qui est énorme au début, c'est les compétences techniques. C'est-à-dire qu'au début, quand tu es nul, tu n'as pas d'éclairagiste et que tu sais pas faire les éclairages, et tu as intérêt à en prendre un éclairagiste parce que sinon, c'est la grosse misère. Parce qu'un spectacle qui est mal éclairé ou qui est mal sonorisé, c'est compliqué. Alors, sonoriser sur le théâtre, c'est pas très grave, mais enfin, si tu fais de la chanson, de la comédie musicale et tout, c'est très grave. Et donc, tu as intérêt à avoir aussi quelqu'un. Nous, on a eu des potes qui sont venus nous filer la main et tout. Et après, comme on devait monter toutes les lumières du chapiteau à Versailles, machin, on a commencé à apprendre à encoder, à apprendre, tiens, si on les met comme ça, si on met telle gamelle, si on met telle couleur. Mm. Mais tout ça, ça s'apprend aussi. On a fini par savoir Enfin, moi, j'ai fini par apprendre à le faire mal, mais suffisamment pour faire des trucs à l'arrache. Ouais. Parce que, en gros, concrètement, nos compétences, c'est... Moi, perso, mes compétences, c'est mettre en scène, écrire, un peu, et jouer. Le reste, on fait parce qu'il faut faire. Mais il faut avoir conscience qu'on est des quiches. Et donc, il faut avoir conscience que quand même, on peut devenir bon, mais on ne l'est pas forcément dès le début. Donc, les conseils sont les bienvenus et les erreurs sont possibles. Donc, il faut savoir que tu es capable de faire des erreurs et que donc, quand tu les fais, c'est ta faute. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre si tu as fait des erreurs. Tu as fait des erreurs. Et c'est tout à fait normal, donc personne n'a à en t'en vouloir, toi le premier. Mais le fait est que quand il y a une erreur, il y a une erreur, point. On va Mm. pas discuter pendant 15 ans de qui a oublié de faire la déclaration, de qui a oublié le costume, sauf que ceux qui font pas, ils merdent pas. Hein. Donc, C'est sûr. et Ça n'arrive qu'à ceux qui donc font. ça, c'est très important. Et après, effectivement, s'il y a les gens compétents, délégués, à Avignon, il y a 1000 trucs à faire. Toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça. Ou alors, il y a ça à faire. Moi, je m'occupe de ça, moi, je m'occupe de ça, moi, je m'occupe de ça. Mais il faut que ce soit un peu réparti parce que moi, je fais la bouffe très bien. Au bout de 2 jours, tu fais plus la bouffe. Ah, c'est bon, je le fais 2 fois, ça va. Mm. Ouais, faut que tout le monde tienne et tout le monde soit engagé. Ouais, c'est compliqué, ouais. Et il faut accepter les défauts et les qualités de chacun Mm. et les compétences de chacun. Tu vois, genre, nous, il y a un gars, son truc, c'est le repassage, quoi. Il repasse trop bien. Alors, il repasse bien, hein, putain. Mais du coup, il fait que repassage parce que il repasse tellement bien qu'il met 4 heures, il touche pas au repas. Ouais. Ouais. Enfin, tu vois, Impossible. c'est des trucs. Chacun son rôle et il faut accepter que des fois il y en a ils glandent rien alors qu'ils sont persuadés qu'ils ont glandé, qu'ils ont fait des trucs et en fait ils ont rien glandé et ouais, bon c'est comme ça et après ils ont intérêt à mettre la bonne ambiance Ouais, ouais, grave. C'est intéressant, il y a quelque chose quand même, ouais. oui non mais c'est ça, mais après t'as des mecs comme ça qui servent qu'à mettre l'ambiance, mais c'est super important aussi. Mm. Enfin, ça va vraiment dépendre du groupe, de la nature du groupe, tu vois, donc il faut y aller avec un groupe dont tu sais que tu peux à peu près appréhender les personnalités, quoi. Parlons un peu jeune public, si tu veux. En quoi ça diffère pour toi le jeune public du public classique? Et est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées au fur et à mesure du temps qui ne marchent pas du tout avec les enfants? C'est un jeune. En fait, c'est très. Pour nous, c'est on est une compagnie jeune public établie parmi les plus grosses compagnies jeune public de France, je pense. Parce que, en gros, enfin, quand tu regardes le nombre de spectateurs qu'on a sur les dernières années, je pense qu'on est bien. Mm. Et on s'est pas beaucoup planté sur le jeune public. Mais on s'est pas beaucoup planté dans un style qui est un style très populaire et très participatif. On a fait quand même globalement des choses assez participatives. Enfin, dernièrement, les Sœurs Dalton, c'était pas
particulièrement participatif, c'était assez peu participatif, mais il y avait un truc un peu clinquant, un peu, hyper travaillé de combat, de machin, de trucs assez funky. Donc sur les spectacles pour enfants, le gros intérêt qu'on y trouve nous, c'est qu'on peut faire n'importe quoi, personne va nous le reprocher. Quand on fait la même chose sur les tout publics, il y a des gens qui disent, «Ouais mais non, là ils peuvent pas». Et du coup, ce qu'on a fait sur les tout publics là, et c'est peut-être la leçon à en tirer, c'est qu'on a dit: «Bah, attends, on a fait le dindon et c'était bien, ça a bien plu», et les gens nous ont dit: «Ouais, c'est bien et tout», et personne nous a fait de remarques genre: «Vous allez trop loin» et tout, et donc là, on a fait: «Mais attends, vous êtes cons ou quoi?» On a merdé. Du coup, on a rajouté 12 couches et là, maintenant, on a des: «Waouh, c'est génial!» et on a des: «Non, mais c'est pas possible». Mais on n'a pas le: «Waouh, c'est génial!» si on n'a pas deux trois «Waouh, c'est pas possible». Et C'est très clair. encore que là, on est plutôt pas mal sur les on est sur un bon: «Waouh, c'est génial!» un bon ratio de mais à un moment donné, il faut aller à fond dans le truc. Mais par rapport à nous, notre personnalité, donc sur le jeune public, non, à pas faire, oui, parler de bite et de couilles à des jeunes, c'est pas forcément très habile ou il faut le faire bien. Et puis, nous, on les fait beaucoup participer, Mmh. mais le corollaire de ça, c'est que, dans des grosses salles, il faut du son, du machin et tout, parce que sinon tu perds vite pied. Ouais. Et puis si tu les fais participer et qu'ils participent pas, faut surtout pas insister. Tu as essayé, ils participent pas, c'est bon, on passe à autre chose. Mmh. Voilà. Après, les écueils du spectacle pour enfants, c'est qu'il faut pas pour moi, nous, on n'a jamais écrit une seule pièce pour enfants. On a écrit que des pièces pour adultes à hauteur d'enfants. C'est-à-dire, c'est Mmh. très simple, Mmh. l'intrigue est très simple, le vocabulaire est très simple, mais tout le reste, c'est que des blagues pour les adultes, que des délires qu'on se fait nous, que parce que pour nous, hein, nous, sinon, on pense que ça marche pas. Ouais, c'est important que les familles, les parents Non, mais c'est passent aussi important un que bon nous, on moment. passe un bon moment. C'est Ouais, important que nous, ouais, on fasse un bon truc où on s'éclate, parce que si on se fait chier, bah, les gens aussi. c'est sûr. Non, mais et oui, l'idée, c'est de toucher, d'avoir plusieurs lectures. Mmh. Après, il y a des trucs, des spectacles pour les 1 ou 2 ans que j'ai vus absolument géniaux, qui sont que pour les enfants, vraiment, mais c'est super beau, des fois c'est très lent, très poétique et tout. Ça peut être hyper bien. C'est pas ce que nous on fait, tu vois? Mais l'idée, c'est de pas te dire que c'est des enfants. C'est-à-dire, bon, bah, ça va, c'est des enfants, on va faire un truc. Non, non, c'est des enfants, mais c'est des spectateurs avant tout. Ouais, Et ouais. donc tu chiades le truc de sorte que les trucs tu fais un gag de merde, OK, mais ton gag de merde, il est hyper précis, il est hyper calé, il a un timing, il tombe au bon moment, il tombe comme il faut. L'enfant, il va pas forcément le saisir, mais il faut que le parent, il est paf! Il comprenne exactement quand il tombe, quoi. Ou si c'est touchant, il faut que ce soit vraiment touchant et que même l'enfant, il soit au cœur de la situation. Tu vois, il y a un truc qui est entier. Les répétitions de spectacles pour enfants, ce qui prend du temps, c'est de définir ce que tu vas dire, quand tu vas le dire, l'ordre dans lequel tu vas le dire et tout. Les personnages, ils sont définis en très peu de temps. Ils ont 2, 3, 4 couleurs. Ils ont pas de nuances Ouais. et Forte proposition artistique directe pour voilà. Et le. quand tu vois, tu commences à monter le mariage de Figaro, le dindon comme on a fait là, ben là, chaque réplique, tu peux la dire de 4 manières différentes. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de raconter à ce moment-là? Est-ce que, tu vois, l'enchaînement des trucs en fonction de si tu le fais plus vite, plus lentement, Mmh. que si tu es plus, on va dire, parti pris pour elle ou plus parti pris pour lui, qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Enfin, tu vois, tu as des tas de questions. Puis ne serait-ce que le texte, la complexité même, même, au niveau de la diction du texte et cetera. Tu as vraiment c'est des nuances qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus, difficiles à travailler. En revanche, au niveau de la mise en scène, souvent, on a tendance à être plus originaux pour les spectacles pour enfants, tu vois? Mmh. Ouais. Mais en gros, non, le spectacle pour adultes prend beaucoup plus de temps à travailler parce que tout est nuance et tout peut être fait de plein de manières différentes et tu vas avoir plein de discussions avec ton comédien Mmh. ou ta comédienne parce qu'il sent pas les trucs comme toi, Ouais. que lui, il est sur le plateau, des fois, il faut lui faire confiance, mais des fois, il a pas compris ce que tu voulais dire ou voire il a pas compris la pièce, que toi, Ouais. tu l'as vue Mmh. 50 Oui, fois, oui, donc tu oui. sais exactement ce que tu veux en dire. Mmh Lui, mh. il a appris son rôle. La pièce globale, mais bon, ça, c'est des interactions metteur en scène, comédien. Dans le spectacle pour enfants, l'interaction, elle va beaucoup plus se faire sur, bah, tiens, je te propose ça comme personnage, OK, c'est bien, ou alors, ah, il marche pas, tiens, propose un autre, pourquoi il marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Alors, on va peut-être aller plutôt dans ce sens-là, OK. Et ensuite, bah, gros gag tous ensemble ou grosse chorégraphie ou des mouvements très forts, tu vois?
Ça va pas être le même, le Même même. mode de travail, ouais. C'est le même mode de travail, mais ça va pas être les mêmes problèmes que tu rencontres. Et effectivement, spectacle pour enfants, nous, on se permet de faire des gags débiles qui font vraiment rire les adultes, mais que quand tu les mets dans des spectacles tout public, wow, il y a un peu de snobisme qui va pousser à dire bon, C'est marrant, c'est comme s'ils déculpabilisent. C'est on comme si. déculpabilisait les gens, ouais. Ouais, voilà. De faire des blagues un peu. Ah, moi, je pense qu'on déculpabilise. Dur à dire. On déculpabilise les Ouais, gens, ouais. Ouais, quoi, il est ouais. midi 27, ça y est, ça déculpabilise, c'est un mot qu'on n'a plus le droit de dire. Aujourd'hui, quand vous vous lancez dans un nouveau spectacle, ça vous prend à peu près combien de temps pour chaque. Bah, c'est là où Pour je te dis chaque qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on apprenne. C'est comme pour le climat, à un moment donné, il faut qu'on apprenne que le temps, il n'est pas forcément en rush. On apprenne que le temps, ben, ça prend du temps et que on n'est pas obligé de faire du 160 sur autoroute pour aller là-bas et que si on fait du 90, et ben, on polluera moins la planète. Enfin, Mmh, mmh, et mmh, nous, mmh. ça, c'est en gros, là, typiquement, les sœurs Dalton. Je te prends cet exemple, hein, qui est Oui, notre parce que dernier c'est très spectacle. récent. Donc, les sœurs Dalton, on arrive en mars, avril au Ranelagh. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ben, on reprend Georges, vu qu'on va prendre le loup, puis on reprend Georges et tout. Et je fais, ah ouais, mais attends, deuxième saison de Georges, mais on a envie de faire autre chose, on veut faire une nouvelle créa. Vas-y, en janvier, on fait une nouvelle créa. Et donc, j'en parle à Karine, qui dit, ouais, bah ok, les Dalton. Et on part là-dessus avec le Ranelagh, hein. Sauf que nous, on n'a rien écrit, on n'a rien fait, on est en mars. Et du coup, elle commence à l'écrire en mai. Donc elle finit de l'écrire en juin, on fait des lectures en septembre, on fait des arrangements de texte, machin, et on monte le truc en janvier. Mais c'était beaucoup trop rapide. Dans Mmh. le sens où, au niveau travail et tout, on avait le temps, on a vu la costumière et tout le monde a eu le temps de travailler. Mais sur tout ce qui est vente du spectacle, tout ce qui fait que ça va pas nous coûter aussi cher, ou en tout cas nous rapporter plus vite, ben on l'a pas fait. Donc on n'a pas fait de prévente. On n'a pas eu le temps de faire des préventes avant. On n'a pas eu le temps d'avoir des lieux qui nous soutiennent. On n'a pas eu le temps de. Donc on a demandé plein d'aides, mais du coup les aides, tu les as un an après avoir dépensé l'argent. Mmh. Donc on a payé les gens correctement et tout, mais avec des aides qui sont remboursées un an après. Il y a un truc qui s'appelle le crédit d'impôt qui est génial quand tu montes des trucs à plus de 6. Ils prennent 30% de tes dépenses, sauf que ben, tout ce qu'on a dépensé en janvier 2024, Ouais. ce sera payé en mars-avril 2025. Mmh. Donc t'imagines le problème de trésorerie que ça engendre. Donc concrètement, un spectacle en soi, entre le moment où on décide et où le moment où on le fait, ça peut prendre 4 mois. Mmh. Vraiment, même en écriture. Karine, elle écrit hyper vite, même en écriture. Mais sauf que Karine, elle m'avait prévenu, elle m'a dit: «Moi, j'ai écrit. Mais maintenant, c'est au plateau, Coco, qu'on va». Et toutes les répétitions, elle m'a dit: «Mais Koé, on a tellement bossé sur la mise en scène qu'on n'a pas, rebossé l'écriture». Donc il a fallu attendre les 5-6 premières représentations pour rebosser l'écriture et dire: «Bah Mmh. non, mais là, je me suis planté, là, on a fait ça, là», enfin, tu vois? Et ouais, bon, mais ça, c'est pas très grave, c'est un peu notre processus, habituel, mais ça pour dire que ça peut aller très vite. Mmh. En gros, Si on le souhaite, ça peut aller très tu vite. décides en avril, Ouais. si tu as les finances, tu décides en avril, tu as les finances et le temps, parce que là, nous, on a fait Avignon, on a pris des vacances et tout. Mais en vrai, tu décides en avril, tu t'écris en mai-juin, tu répètes en juillet-août, ton truc, il peut être prêt pour septembre, hein. Mmh. Mmh. Sauf que si tu fais ça au niveau de la com, au niveau de enfin, c'est très compliqué. Ça veut dire que Après. pour toute cette partie-là de communication et le fait que les gens, tu puisses te projeter sur le fait qu'ils viennent, tout ça, ça prend du temps à Ben développer quand ouais, même. ben parce que tu Paris, OK, ça tu peux déjà, il faut avoir décidé effectivement la saison en amont, hein, faut avoir, en gros, c'est avant le mois de mars de l'année précédente. Pour vendre le spectacle, enfin pour que ton spectacle, il te fasse pas perdre d'argent, il faut que tu aies des gens qui t'accompagnent, qui t'aident à le vendre. Et nous, ça, c'est des trucs qu'on n'a pas assez fait là, on s'en rend compte, et donc l'idée, c'est de dire, ben, si on fait un truc pour septembre 2025, cette fois, en septembre 2024, on ficelle tout, on le vend comme si on le jouait demain. Combien de temps ça prend? Bah, pas très longtemps, mais il vaudrait mieux que ça en prenne plus. Il faut, en vrai, je pense qu'un an et demi, c'est un bon temps. Moins, c'est une connerie. Par rapport à tout ce que je disais sur les ventes et Ouais, tout. bien sûr. Je te demande ça parce que les compagnies, en général, les jeunes compagnies sont très, très enthousiastes et ils veulent créer Ah oui, non, mais rapidement, alors, monter sur attends, scène on en rapidement. revient à la discussion de tout à l'heure. Je te parle pour une compagnie établie et tout. Pour Mmh. quelqu'un qui commence, fais. Parce que de toute façon, t'as pas de salle, t'as rien. Donc, faut que tu aies un produit. Donc, fais. Fais pas mal,
Donc te précipite pas, mais fais. Bien sûr, t'as le temps en plus. Enfin, tu vois, t'es jeune, t'as pas d'enfant, souvent, t'es fait. Tu peux répéter le soir, tu bosses comme serveur, tu bosses comme prof, tu bosses comme ce que tu veux, tu répètes. Ça prend beaucoup plus de temps de monter un spectacle quand tu le répètes pas toute la journée. Si t'as besoin de travailler pour vivre, tu peux pas répéter tous les jours de 9h à 18h. Mhm. Donc, nous, ce qu'on avait fait sur nos premières créas, bah, on répétait. Moi, je bossais dans un collège où il m'avait donné les clés, parce qu'à l'époque, c'était C'était possible. chill. Mm. Donc, il m'avait donné les clés pour que j'aille répéter le soir. Donc, on répétait le soir, tu vois, de 19h à 23h ou à 22h. On répétait le week-end à droite à gauche dans les théâtres qui nous accueillaient. Enfin, on répétait la semaine quand on avait le temps. Mais de toute façon, si t'as pas comme moyen enfin, tu vois, Mm. si tu peux pas te consacrer ton temps au théâtre parce que tu as besoin de gagner ta vie, bah, tu peux pas répéter. Mm, mm, mm. Tout à fait. Donc, un projet, le temps que tu as, il va aussi dépendre de la disponibilité de tout le monde et tout ça. Mhm. Tu vois, Ouais. et puis de ton expérience, nous le Loup, ça nous a pris 3 mois à le monter, alors que ça dure 45 minutes, parce qu'on savait pas, tiens, bah, là on a mis qui est-ce qui va faire tel personnage? Ah bah, c'est lui. Ah ouais, mais du coup toi tu reviens donc ça va pas être possible. Merde, je comprends pas parce qu'à la lecture je l'avais pas vu, ah bah, oui, mais c'est pas marqué, mais en fait tu fais un mouvement. Enfin, tu vois des conneries comme ça, mais là j'ai pas le temps de me changer, et donc ça nous avait pris vachement de temps, il y a oui, mais elle joue à la fois lui, à la fois lui, à la fois lui, mais elle peut pas jouer les 3 en même temps. En fait, c'était une bonne idée, mais en fait, elle a 2 marionnettes, mais comme elle est elle-même un personnage, en fait, elle marche plus les marionnettes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, on réintroduit un autre personnage qui va faire lui-même une marionnette, du Mm. coup on perd une marionnette. Enfin, c'est des conneries que tu te poses, mais normal. Et plus tu es jeune et moins tu as d'expérience, plus ça te prend du temps, et puis plus tu es persuadé qu'en cherchant longtemps, tu vas y arriver mieux. C'est pas forcé ça, mais en tout cas, il faut ton temps de digestion. Donc ça peut te prendre du temps vraiment de monter un truc. Est-ce que tu as déjà eu la sensation de finir un spectacle? Ou est-ce qu'à chaque fois, les spectacles sont restés des portes ouvertes vers ça aurait pu donner ça aurait pu Ah être oui, comme oui, ça? oui, oui, d'une manière générale, bah, quand on a la chance de beaucoup les jouer. Bah, en fait, c'est surtout que je supporte pas au début, tu vois, tu as le retour des potes, tu as le retour des gens, tu vois bien, même les gens qui aiment, tu vois comment ils aiment. Mm. Tu as j'aime et puis tu as ouais, j'aime. Mm. Et après tu essayes de comprendre qu'est-ce qui fait que, donc nous, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à retravailler, le Ouais. plus spectaculaire, c'est Tout Molière ou presque, où, tu sais, c'est en fait, c'est un melting pot de tout un tas de pièces de Molière. Mhm. Et j'ai mis une scène d'un acte 2 à la fin. Et en fait, une scène d'acte 2, c'est une scène d'acte 2, c'est pas une scène d'acte 5. Elle raconte pas la même chose, elle est pas au même rythme. Et donc, en fait, elle peut pas. Et donc, ce moment-là du spectacle est un four total. Et je fais, merde, putain, c'est la scène du maître de philosophie, elle est géniale et tout. Ah Et donc, ouais. le lendemain, je dis aux comédiens, on change tout, on enlève ça, ça, on le met là, ça, on machin. Et je leur fais inverser en 20 minutes l'ordre du spectacle. Et la scène du maître de philosophie, elle cartonne. Et tu fais, bah oui, évidemment. Ouais, Parce mais ça, tu que, en peux le fait, on voir qu'une raconte fois que pas tu la joues le même chose. spectacle, Bah quoi. si, en Ouais. fait, tu aurais dû le voir avant, en fait. Mais moi, en tout cas, j'ai Oui, c'est besoin vrai que là, d'avoir les c'était gens. un peu. Là, c'était un peu Mais ce spectaculaire. que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des éléments que tu ne peux ressentir qu'une fois que le Ah spectateur est ben, là. attention, on parle beaucoup du comique, hein. Mais oui, oui, dans le comique, franchement, il te manque un protagoniste. T'as l'auteur, le metteur en scène, les comédiens et le public. Et chacun a la même part. Le public, il a une part énorme parce que c'est lui qui va faire que ça va partir ou pas. Et si tu n'arrives pas à faire partir le public, ça peut être sa faute. Mais si au bout de 3, 4 fois, il part toujours pas, c'est que c'est pas la sienne. C'est que c'est la tienne. Donc il y a à un moment donné, soit dans l'écriture, soit dans la mise en scène, soit dans l'interprétation, un truc qu'il faut revoir. J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais donner un conseil à une jeune compagnie qui démarre, ou même si toi, tu voulais te donner un conseil de toi quand tu as démarré, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? Première chose qui me vient à l'esprit, c'est attendre le 7 juillet. Parce que à partir du 7 juillet, c'est possible qu'il faille plus du tout faire de compagnie pendant 2, 3 ans. Et il y a un impact politique sur ce qu'on va faire qui est énorme. Après, je répondrai Oui, sérieusement. je me Mais doute, il y t'inquiète. a un impact politique sérieusement. En fait, là, on est les compagnies et les boîtes de prod, elles sont sous perfusion de l'État. Parce qu'il y a tout un tas d'aides. Il y a le fonds PEPS, il y a le crédit d'impôt, il y a tout un tas de moyens de professionnaliser. En revanche, il y a tout un tas de baisses énormes de subventions, donc l'un compense l'autre. Soyons clairs, hein, si le RN vient, indépendamment du danger qui règne sur l'intermittence, toutes ces aides-là, elles vont toutes disparaître, et très vite. Et donc faire une compagnie dans ces conditions, avec quasiment plus d'aides,
c'est très compliqué. Ça veut dire, il faut quand même s'attendre à ce que les gens ils doivent bosser en même temps, etc. Je pense pas qu'ils vont pouvoir supprimer l'intermittence tout de suite parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de festivals qui vivent de ça, etc. Mais en tout cas, les aides pour les structures, l'intermittence, elle va baisser de fait parce qu'en n'aidant plus les structures n'auront plus les moyens de rémunérer les gens et ça va diminuer. Voilà. Donc, clairement, ça va être un problème. Bon, je réponds à ta question. Le conseil que je leur donnerais, effectivement, c'est d'avoir envie, avant tout, d'avoir envie d'être dans une aventure collective plutôt que personnelle. C'est vraiment de constituer un groupe qui aspire à cette envie-là, d'être tolérant vis-à-vis de ceux qui ont des aventures personnelles intéressantes et que de pas condamner les gens parce qu'ils vont aller faire une aventure personnelle. C'est de dire, tu pars un peu, tu reviendras. De savoir que personne n'est indispensable et que donc pour bien faire vivre un groupe, c'est aussi intéressant dans plein de cas d'avoir des doublures. Parce que toi, tu as un projet fun, que moi j'ai un projet fun et que du coup, on peut s'arranger l'un et l'autre. Et que c'est très compliqué de demander aux gens l'exclusivité du cœur, de l'affection, parce que en fait, on n'en est pas là. Enfin, c'est trop compliqué. Voilà. Et après, de trouver des sources d'investissement, c'est bien. Parce que c'est très compliqué. Donc, soit c'est tout le monde qui cotise, soit il y en a un qui a de l'argent et qui prête, soit. Mais voilà, et de se structurer en sachant que ça va être compliqué. Donc, il faut partir en te disant il y a tous les aspects que j'ai abordés d'administration, etc., qu'au départ, il y a une ou deux personnes qui vont devoir les faire elles-mêmes. Sachant, encore une fois, qu'il y a des organismes qui peuvent le faire à notre place. Il y a des organismes qui s'occupent de la compta. Il y a des organismes qui s'occupent de faire les fiches de paye et de payer tout, toutes les charges, etc. Mais ces organismes-là, ou ces associations, ou ces entreprises, elles prennent un pourcentage non négligeable qui empiète sur l'artistique. Mais parfois, il vaut beaucoup mieux faire ça. Si on ne se sent pas les compétences, il vaut beaucoup mieux passer uniquement par des prestataires et ne s'occuper que de l'artistique et du relationnel. Je pense que ensuite, c'est compliqué de s'occuper de l'artistique sans personne pour le relationnel. Et les gens ont quand même envie que dans le relationnel, ce soit ceux qui s'occupent de l'artistique qui s'en occupent. Ouais, je comprends très bien. Donc voilà, moi, c'est à peu près ça, je pense. Mais le plus gros moteur étant l'envie. C'est parce qu'on a envie de faire ça qu'on le fait. Parce que et surtout pas la notoriété ou le succès c'est l'envie. On a envie de faire des choses. Sinon, ça sera compliqué, je pense. Merci à toi, Vincent. Merci de la à compagnie... vous, c'était hyper intéressant. Ouais, de la compagnie Les Nomadesques, donc plus de 20 ans d'ancienneté. La vache, c'est fort quand même. Hein. Merci beaucoup, Vincent. Je te dis à la prochaine et ça a été un plaisir en tout cas. On est vieux surtout.